Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir donc pour ce webinaire concernant les employeurs de main-d'œuvre. Nous avons réalisé déjà un premier webinaire fin d'année qui a été assez concluant puisque bon nombre d'entre vous étaient présents et nous avons pu ainsi répondre à un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on va se concentrer effectivement sur la logique des employeurs de main-d'œuvre. Vous avez tout de suite, je vois, identifié le chat qui est à votre disposition et je vois qu'effectivement, vous êtes nombreux à vous connecter. Donc, merci à tous. Je profite de cette période, évidemment, de janvier pour vous souhaiter, au nom de l'entreprise, tous mes vœux, évidemment. Parce que on va se concentrer dans un premier temps, j'ai envie de dire, sur la santé. On est très attaché à ça et compte tenu de l'actualité, je pense que c'est d'autant plus important. Donc, tous mes vœux à vous et à vos proches et évidemment une bonne santé. Et puis, en tant qu'entrepreneur, évidemment, de réussir vos projets, votre adaptation par rapport à la situation sanitaire et économique. Et puis, on espère qu'au travers de ce webinaire, vous disposiez d'informations complémentaires qui vous permettent notamment de passer certains caps. Alors, je vais enchaîner tout de suite. Pourquoi? Parce que effectivement, notre webinaire a pour objectif de vous faire un tour d'horizon de l'actualité. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif. Ça sera en mode flash puisqu'on a 45 minutes devant nous pour vous sensibiliser à un certain nombre de choses. Ce qu'on fera au maximum, c'est d'essayer de répondre à vos questions. Vous avez la barre de chat à votre disposition. Donc, vous avez à gauche un onglet chat et puis vous avez un autre onglet qui s'appelle sondage. À un instant, rapidement, là, je vais vous poser une question et je vais vous encourager à répondre à ce dispositif. Alors, je vais intervenir en lien avec Corinne Delorme, qui est juriste en droit social, et Dominique Motto, qui est consultant RH, qui vont me rejoindre. Pour ma part, je suis le directeur général adjoint du Serre France Maine-et-Loire, et je vais donc co-animer l'ensemble de cette présentation avec Corinne et Dominique, que vous êtes amenés à rencontrer régulièrement. Alors, première question que je vais vous poser pour vous faire participer à ce webinaire, c'est, je vais vous poser une première question qui est, envisagez-vous de réaliser au moins une embauche au cours de l'année 2021? Alors, vous allez sur l'onglet sondage qui est à votre droite, vous avez le chat d'un côté et puis les sondages à gauche, le chat et à droite les sondages. Vous vous mettez sur l'onglet sondage et vous pouvez répondre. Et je vois que vous êtes déjà quelques-uns à répondre. Voilà, donc nous avons des réponses qui arrivent au fur et à mesure du temps. Et je vois que pendant ce temps-là, Corinne nous a rejoint et Dominique aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Donc je vois les réponses au fur et à mesure qui arrivent. Et c'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, équilibré. Pour vous donner l'ordre d'idée, on a à peu près 60% des entrepreneurs qui ont répondu, qui nous disent qu'ils envisagent d'embaucher, et environ 9% qui, pardon, pas 9%, 32% qui nous disent qu'ils envisagent de ne pas embaucher. Donc on voit bien le contexte actuel est quand même assez lourd. Et eh bien, on va voir autour de l'actualité qui va vous être présentée, les dispositifs qui sont à votre disposition, justement, à la fois pour parer aux coûts liés à cette crise sanitaire et les conséquences au niveau de vos salariés. On essaiera à chaque fois d'y adjoindre une approche RH, puisqu'il y a les textes et puis ensuite ce qu'on doit arriver à gérer avec vos salariés. Donc, on va faire d'un côté le réglementaire avec Corinne et de l'autre côté l'approche, on va dire, RH avec Dominique. Je vous propose d'enchaîner donc sur l'activité partielle, dispositif qu'on connaissait finalement assez peu en début d'année 2020 et qui a pris toute sa place compte tenu de la situation. Alors Corinne, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité partielle 2021 puisqu'on va se concentrer sur 2021?
sur 2021, alors toutefois, juste un petit rappel malgré tout sur l'année 2020, où il est clair que les demandes d'autorisation, elles doivent toujours être réalisées sur le portail et il y a toujours une demande préalable. Ça, concrètement, c'est ce qui reste. En revanche, ce qui change en 2021, c'est donc le délai maximal pour demander effectivement l'activité partielle, puisqu'à compter du 1er mars 2021, donc il y aura une demande initiale à faire au maximum sur 3 mois, qui pourra ensuite être renouvelée sur 3 mois, et en tout, sur une période de référence en fait de 12 mois consécutifs. Alors, un petit point de vigilance, puisque par rapport à ça et à ces questions de renouvellement, l'activité partielle, les textes pour l'instant n'ont pas changé sur les 2 points suivants, à savoir, ça reste limité à 1 année et c'est pour un volume d'heures global de prise en charge de 1607 heures. Donc, ceux qui ont effectivement démarré tôt dès le début du confinement, le nombre d'heures, du coup, est à surveiller. Et puis après, une autre modification, mais qui, quelque part en pratique, va avoir peu d'impact, c'est donc concernant les demandes d'indemnisation. Jusqu'à présent, vous aviez donc un délai d'1 an pour formuler la demande d'indemnisation. Aujourd'hui, ce délai est ramené à 6 mois. Bon, étant précisé qu'en règle générale, les demandes d'indemnisation sont faites, on va dire, quasi, voilà, dans la foulée. Voilà. Alors, autre point également, là, nous sommes plutôt sur la partie salariés vulnérables ou les personnes qui doivent garder leur enfant. Ici, le dispositif de prise en charge est prolongé et il est potentiellement jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, avec une indemnisation 70% du taux horaire et pour les entreprises, une indemnisation fixée en fait à 60% à partir du 1er février 2021. Voilà, petite nouveauté, là vraiment très très récemment, vous avez peut-être entendu au niveau de l'actualité, c'est que les salariés qui vont donc être testés positifs ou symptomatiques et qui n'ont pas bien sûr la possibilité d'être en télétravail pourront bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, et ce jusqu'au 31 mars, c'est l'échéance fixée jusqu'à présent. Donc cet arrêt de travail, la nouveauté, c'est que ce sera à l'intéressé de formuler, de saisir en ligne sur Amélie directement la demande. Et il bénéficiera du maintien de salaire sans délai de carence. Sans délai de carence, voilà. C'est la petite nouveauté, je vais dire, de la semaine. Très récente. C'est une annonce, c'est une annonce gouvernementale. Voilà. Très bien, Corinne. En synthèse, 2021, puisque on a des cas différents en fonction de la situation de l'entreprise. J'ai envie de dire, le cas général, c'est à défaut. Alors, on utilise de plus en plus les appellations S1, S1 bis pour faire simple. Les S1 et les S1 bis, ce sont les entreprises qui sont impactées le plus lourdement, HCR, les activités sportives, l'événementiel et autres. Et puis les S1 bis, ce sont les fournisseurs, évidemment, de ces personnes-là, ou les clients potentiellement, et qui ont donc, il y a une liste qui est établie, qui d'ailleurs est mise à jour, j'ai envie de dire presque mensuellement. Et puis les S2, pour qu'on soit précis, ce sont les entreprises qui sont fermées administrativement. Oui, c'est ça. Et donc, quand on est S1, on peut être S2, mais il y a quelques activités qui ont été fermées administrativement temporairement, par exemple au mois de novembre, je vais prendre les salons de coiffure, et qui sont en fait dans les dispositifs S2 à un instant T. Alors, dis-nous, Corinne, ce qui se passe pour ces différentes activités. Alors là, concrètement, ce qui se passe en 2021, c'est que pour l'ensemble des entreprises, la modulation du taux d'activité partielle est donc prolongée. Donc là, vous voyez, vous pouvez prendre connaissance en fonction des différents secteurs, comme le disait Michel, donc du taux de prise en charge par les entreprises. Ce qui est clair, c'est que au partir du 1er juillet 2020, toutes les entreprises basculeront finalement, on ne sera plus dans les différents cas ici, et toutes les entreprises basculeront par une prise en charge à hauteur de 36%, mais avec un
un plancher, si vous voulez, qui sera de toute façon fixé a priori à 7,30 €. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça rapidement, le taux de 36% peut, entre guillemets, on va dire, faire peur, mais toutefois, c'est à relativiser avec le plancher de 7,30 € pour les entreprises. Ce qui est aussi à identifier, c'est que le coût du chômage partiel entre 60 et 70% représentait 15% de votre de coût pour vous, et qu'on passe à un coût d'à peu près 40% hors ce plafond, on est d'accord Corinne, à partir soit du 1er février, soit à partir du 1er avril, soit à partir du 1er juillet en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc un coût, on va dire, du chômage partiel pour l'employeur qui est plus important. Oui. Quelques points sur les nouvelles mesures sociales dans la suite de cette activité partielle? Oui, alors quelques mesures effectivement sociales. Alors la première donc concerne effectivement l'indemnité légale d'activité partielle qui à partir de ce début d'année va être assujettie à la CSG-CRDS. Un petit clin d'œil à mes collègues de la paye puisque donc le taux est à 6,7%, mais comme il y a un abattement pour complexifier un petit peu plus les choses, il y a un abattement qui s'appliquera, les 1,75 dessus. Autre point, c'est donc une prolongation en 2021 du régime Covid pour l'exonération des charges sociales. Certains d'entre vous qui étiez confrontés en activité partielle avaient pu maintenir en fait le salaire à 100% de vos salariés, et donc ce maintien de salaire entraînait donc une exonération des charges sociales à condition d'avoir mis en place une décision unilatérale d'entreprise. Ce dispositif, si vous voulez, pour 2021, il est donc prolongé. Et puis enfin, la dernière mesure concerne en termes d'impact les personnes qui ont été en activité partielle. À partir de la mi-mars, ces périodes-là vont être prises en compte dans le calcul des retraites de base. Donc ça, ce sont les mesures prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, là concrètement. Voilà. Donc c'est pendant la loi de finances, et on a toutes ces informations-là. S'il y avait des questions que vous auriez suite à la présentation de Corinne, qui est intarissable en la matière, eh bien vous n'hésitez pas, vous avez un onglet, on va dire, questions. Je vois qu'il y a déjà une question et je vous proposerai qu'on les lise tout à l'heure dans la mesure du possible et en fonction du temps qui nous est imparti. Je vais maintenant passer la parole à Dominique, parce que l'activité partielle, la réglementation, j'ai envie de dire, c'est pas simple, mais on peut la lire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces équipes en activité partielle, Dominique? Tout d'abord, je crois que l'activité partielle a montré ou a rappelé toute la place du manager, de l'employeur dans la gestion de son équipe. Tout d'abord, il n'y a pas d'évidence en matière de gestion de crise comme celle-là, sachant que chaque salarié peut le regarder avec son propre prisme. Ici, telle équipe ou tel salarié sera sensible aux questions de santé, tel autre sera sensible aux questions d'emploi du temps, de travail, de pérennité de l'entreprise. Donc, effectivement, chacun va le regarder avec son propre regard, et d'où l'importance pour l'employeur de prendre du temps pour expliquer. Il n'y a pas d'évidence. Le chômage partiel, effectivement, comme le disait Michel, était quasi inconnu il y a encore un an. Donc, c'est prendre le temps d'expliquer ce que c'est. Ça veut dire qu'effectivement, on va pas venir sur son lieu de travail ou peut-être moins effectivement dans le mois qui vient. Donc ça, c'est un point qui était assez nouveau sur cette situation quand même exceptionnelle, qui peut dans certains cas même amener des traumatismes, des vraies inquiétudes au niveau des équipes. Alors, il y a les salons de coiffure, par exemple, pour prendre un exemple assez concret, ont vraiment été confrontés à ça, avec des alternances de périodes travaillées, alors très fortement, avec des points vraiment de travail, et puis des arrêts complets d'activité. Voilà, donc c'était là aussi, par exemple, les employeurs, les salons de coiffure ont dû et ont su d'ailleurs s'adapter à la situation et ont pris le temps d'expliquer. Souvent, j'ai pu aussi en échanger avec les dirigeantes ou les dirigeants des salons, par exemple.
Alors, donner les perspectives dans la même idée, hein, c'est effectivement savoir où on va. Hein, vous l'avez tous remarqué ou toutes remarqué que effectivement on a la peur de est-ce qu'on va revenir, hein, quand on est salarié, on s'inquiète pour son entreprise aussi, on s'inquiète pour son emploi, mais où est-ce qu'on va? Donc le manager, vous êtes le capitaine du bateau, hein, c'est vous qui donnez le cap. Hein. Donc cette perspective, cet horizon, hein, il apparaît assez essentiel pour redémarrer dans les meilleures conditions possibles. Et justement, ça va supposer ce que vous avez fait la plupart du temps, ou essayer de le faire au mieux que vous pouviez, c'était s'organiser avec le maximum d'agilité. Alors ça peut prendre bien des formes différentes. J'ai en tête un exemple de viticulteur qui fait des mailings qu'il n'avait pas jusqu'à présent, parce qu'effectivement il n'y a plus moyen de vendre dans les salons. Donc ça a été de s'adapter, ce qui veut dire aussi que son équipe derrière, il faut l'adapter. On va vendre différemment, on va faire des animations commerciales différentes. Les restaurateurs aussi le vivent toujours. Hein, on voit bien la vente à emporter qui se développe, ce qui veut dire aussi de mobiliser son équipe, son cuisinier, voilà, pour s'adapter en fait à cette nouvelle situation. Sans parler bien sûr des gestes barrières, hein, qui sont effectivement qui ont intégré désormais la vie de l'entreprise et que vous avez dû intégrer dans votre vie d'entreprise avec tous les inconvénients, les difficultés parfois, mais globalement, je dirais le port du masque, la distanciation, tout ça c'est fait dans des conditions relativement convenables, il me semble, au regard de vos retours. Alors, tu mettais la question, quel recours pour limiter l'activité partielle? Tu en as parlé, hein, impliquer les collaborateurs pour produire et vendre différemment. Voilà. Y a d'autres sujets que tu évoques, le recours au télétravail ou des congés et des récupérations. On sait que la prise en compte des congés est importante. Est-ce que tu as quelques éléments complémentaires à nous apporter? Alors, la question des congés est une vraie question. Par exemple, j'avais encore hier une dirigeante encore de salon de coiffure en l'occurrence, qui était confrontée au chômage partiel en janvier alors qu'il y avait des congés programmés. Donc bien sûr, il est pertinent de laisser les congés programmés. Hein, c'est logique, c'est normal, c'est un besoin pour les salariés. C'est aussi dans la vue de l'entreprise la programmation qui était prévue. Et ça évite aussi qu'au moment du redémarrage de l'activité, le personnel soit absent. Donc surtout, conserver les congés, je dirais qui sont programmés, voire de les positionner si ça vous apparaît opportun, dans la perspective toujours du redémarrage et des conditions de redémarrage. Très bien, merci Dominique. Je propose, si on a une question, en l'occurrence de Patrice, qui nous demande, je pense que c'est pour toi Corinne, attention, on va rentrer dans la technique, puisque est-ce que la limite d'heure, donc je pense qu'il évoque la limite d'heure des 1600 heures, si je ne me trompe, voilà. Oui. Elle va de mars 2020 à février 2021, ou bien est-elle à l'année civile? La question est bonne. Alors, elle est sur une période de référence qui démarre finalement, qui coïncide avec la date de démarrage de l'activité partielle. D'accord. Mais si tu as eu de l'alternance, enfin, tu as eu des activités partielles, puis repris, puis remise en place d'activités partielles, tu reprends un contingent d'heures à chaque fois différent? Non, c'est globalement sur une année. Sur une année civile. Sur une année, imaginons si l'activité partielle a démarré effectivement le 15 mars, par exemple, on ira donc du 15 mars 2020 au 14 mars 2021. Très bien. Eh ben, merci de cette réponse. Je vous encourage évidemment à poursuivre vos questions. Et nous, on va poursuivre un autre thème qui sont les congés. On vient de l'évoquer. Alors, au niveau des congés payés, j'ai envie de dire, on a remis cette information sur la prise des 10 jours de congés payés qui était quelque part un dispositif pour les activités qui avaient été arrêtées de manière très significative, plus de 140 jours d'activité partielle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, au 13 janvier, il est un peu tard potentiellement d'évoquer ça, mais sachez que ça a existé ou que c'est en train de se mettre en place et la demande sera réalisée sur le portail ASP. Corinne, petit élément complémentaire? Oui, justement par rapport à ça, Michel, je rebondis sur une dernière actualité, alors qui reste à confirmer, mais là, a priori, sur les congés, nous aurions un décret en attente, un décret modificatif qui permettrait en fait de repousser, si je peux dire, ce délai des 20
à la date du 7 ou mi-mars, puisque là, concrètement, nos entreprises étaient confrontées à un problème où pour modifier les dates de congé, elles sont tenues à un délai d'1 mois, donc c'est plutôt compliqué dans la mise en œuvre. Donc, pour tenir compte de cet élément-là, l'idée, c'est donc un décret modificatif pour prolonger jusqu'au 7 mars la possibilité de cette prise en charge. Ça reste à confirmer, hein, c'est vraiment... voilà. Alors là, vous vivez tous ce qu'on vit au quotidien dans le service employeur. Eh ben, une information la veille qui est modifiée. Alors c'est dur de faire des diaporamas en conséquence. Il faut suivre effectivement l'actualité sur le fil. Autre point important qui va intervenir au cours de l'année 2021, c'est la réforme du congé paternité, naissance, adoption. En synthèse, qu'est-ce qui se passe, Corinne ? Alors là, en synthèse, donc ce sont des mesures qui sont donc applicables à partir du 1er juillet 2020. Là, concrètement, il faut entendre par là les enfants qui vont naître à partir de cette date, ou encore les enfants qui étaient censés naître à cette date, même si finalement ils sont nés un peu avant. Alors, sur le congé paternité, vous savez peut-être, donc actuellement il est de 11 jours calendaires, il va basculer à donc 25 jours, et puis là l'idée c'est qu'il soit finalement établi en 2 parties. Vous allez avoir une première partie dite obligatoire, qui là concrètement va se traduire par 4 jours calendaires plus les 3 jours naissance. Donc là, ça va se prendre, on va dire, au moment de la naissance. Et ensuite, vous aurez dans un second temps 21 autres jours qui, eux, pourront être fractionnés. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment ça pourra être fractionné, puisqu'on attend un décret qui devrait paraître incessamment sous peu. C'est la ritournelle, il y a une loi et on attend un décret. Voilà, sur ce décret, voilà, sur le congé paternité. S'agissant du congé d'adoption, le même principe, un allongement de la durée. Et puis enfin, quelques modifications concernant le congé naissance. Désormais, en 2021, donc vous savez, il y a un délai, un nombre de jours qui est de 3. On va le comptabiliser en jours ouvrables et non plus en jours ouvrés. Et surtout, 2 autres points qui changent, ce sont des bénéficiaires qui sont élargis. Concrètement, le papa qui est séparé de la maman va pouvoir bénéficier du congé. Le conjoint ou le concubin qui vit avec la maman va également pouvoir bénéficier du congé. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc plusieurs personnes pourront finalement bénéficier du congé naissance. Et puis ensuite, dans les modalités de prise du congé, jusqu'à présent, c'était assez souple, dirons-nous, puisque les textes ne prévoyaient pas concrètement de délai. Il fallait que le congé soit pris dans on va dire, autour de l'événement. Là, clairement, le Code du travail nous dira, il doit être pris le premier jour, le jour de naissance de l'enfant, ou le premier jour ouvrable suivant. Voilà. Donc, on a vraiment des délais qui vont être précis. Et là aussi, on attend d'autres informations sur le sujet. Merci Corinne. Alors, on n'est pas sur le congé paternité, mais Dominique, on voulait évoquer un point sur les congés. Un petit focus quand on est manager, notamment avec des salariés. Il y a une confusion des fois entre congés payés, activité partielle, télétravail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, tout à fait. C'est surtout arrivé au début du chômage partiel. Effectivement, l'activité partielle n'est pas un congé payé, c'est-à-dire que lorsqu'on est en activité partielle, on peut reprendre à tout moment dès que l'employeur sollicite son équipe pour reprendre l'activité totalement ou à temps partiel. C'est pareil, le congé payé, c'est pas du télétravail. Télétravail, on travaille. Donc, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, sur les congés, j'ai entendu une remarque un peu spontanée d'employeur, mais qui se comprend tout à fait humainement, c'est dire, on va quand même pas remettre des congés, on sort d'activité partielle ou de télétravail, mais voilà, même l'activité partielle, alors que les personnes
ne travaillent pas. Pour autant, elles sont mobilisables à tout moment finalement. Donc, et puis c'est pas vraiment des périodes. Pour le moins, elles sont pas choisies, elles sont contraintes. On part pas, on n'est pas forcément en famille ou avec ses amis, etc. Donc, l'activité partielle n'est pas du tout équivalent à des congés en termes de droit, mais aussi dans la réalité de la vie, quoi. En fait, pour les personnes, ça a été parfois difficile à vivre. Donc, c'est vrai que les congés, c'est le moment où on se met en retrait et on pense un petit peu à autre chose. Voilà. Très bien, merci de cette précision. C'est vrai que c'est important aussi, quelque part en tant que manager, de manager aussi la gestion de sa production d'activité et en conséquence les congés. Est-ce qu'il y a des questions sur les choses qu'on a pu évoquer? Je vois que j'ai pas forcément de questions qui m'arrivent directement. Là encore, hein, je vous l'ai dit, vous avez le petit onglet pour poser vos questions si nécessaire. On essaiera d'y répondre avec plaisir. En conséquence, on va aller sur les embauches. On l'a dit, il y a à peu près, selon notre sondage, 60% des personnes, des entrepreneurs présentes à ce webinaire qui envisagent une embauche. Et il nous paraissait judicieux de vous dire un petit peu ce qui se passait sur les embauches. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a des aides massives qui ont été mises en place. Corinne, encore une fois, dis-nous ce qu'un employeur de main-d'œuvre peut mettre en œuvre pour pouvoir disposer de ces aides. Alors là, concrètement, aujourd'hui, donc il y a donc 4 grands dispositifs qui sont vraiment mis en avant par l'actualité. Donc, on a donc dans un premier temps les aides à l'alternance, c'est-à-dire contrat de professionnalisation et apprentissage. Donc pour tous les contrats qui sont donc conclus depuis le 1er juillet et jusqu'au 28 février, en l'état actuel des textes, c'est ça. Toutefois, il y a déjà une annonce qui a été faite pour prolonger, en fait, on va dire, le dispositif. Donc là, vous voyez, on a donc 5 000 € si le jeune a donc moins de 18 ans et 8 000 € si, à l'inverse, il a plus de 18 ans. Donc pour les apprentis, donc il est important au niveau de l'aide, donc la demande, l'aide va se faire directement par la DSN. En revanche, pour le salarié sous contrat de professionnalisation, il est nécessaire d'envoyer le bulletin de paie directement sur une plateforme prévue à cet effet. Corinne, j'ai entendu 1er juillet, j'avais en tête 1er août, je me trompe? Pour l'alternance contrat 1er juillet, me semble-t-il. 1er juillet. Alors après, sauf erreur de ma part, mais j'avais en tête 1er juillet. Très bien, c'est sûrement toi qui as raison, c'est moi qui dois confondre avec l'aide de moins de 26 ans très probablement. Alors l'aide moins de 26 ans, là effectivement par contre, on a bien un démarrage donc depuis le 1er août, ça va se terminer là d'ici la fin du mois. Toutefois, là aussi, notre ministre Elisabeth Borne nous a annoncé également une prolongation du dispositif. Par contre, clairement, on est sur une annonce, rien de concret. Mais au vu du succès, ça devrait effectivement se poursuivre. Alors, sur les aides, par contre, moins de 26 ans, je souhaitais apporter une précision. Je vous invite, si vous avez, par rapport au sondage tout à l'heure que Michel a évoqué, si vous avez des embauches en cours et que si l'aide effectivement est programmée, n'hésitez pas à appeler notre service parce que on a pu constater avec mes collègues que des embauches avaient pu être faites notamment, alors soit via le TESA, soit sous CDD, pour des durées notamment inférieures à 3 mois ou encore en intérim. Et ce qui posait obstacle, vous voyez, après, en cas d'embauche, notamment en CDI derrière, au bénéfice de l'aide. Et c'est vrai qu'en soi, c'est sans doute dommage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets comme ça d'embauche, à nous solliciter, tout simplement. C'est noté, Corinne, et je note une aide d'une collègue qui est connectée elle aussi. Merci Laurence, donc elle confirme bien 1er juillet, donc vous avez raison. Travailleurs handicapés. Alors, travailleurs handicapés, alors là aussi, donc l'aide est en vigueur là depuis le 1er septembre. Elle devait normalement s'arrêter la fin février. Et finalement, il y a une annonce gouvernementale, là aussi, pour la prolonger jusqu'au 30 juin. La particularité pour cette aide, c'est que le site n'est disponible que là, en ce début d'année, de toute façon, pour pouvoir saisir, et c'est de 4 000, voilà, c'est de 4 000 €.
Et enfin, un petit détail sur les emplois francs qui ont été renforcés. Alors, les emplois francs ont été renforcés, en particulier pour la partie prime exceptionnelle qui concerne les aides, enfin l'embauche de personnes de moins de 26 ans, puisque là, et qui en parallèle, bien sûr, habitent dans des zones prioritaires. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site Un jeune, une solution, ou encore sur le site du ministère pour avoir les adresses précises des secteurs concernés. Et là, il s'agit d'une aide donc de 17 000 € sur 3 ans. Merci Corinne. Moi, je vous incite, quand vous êtes employeur de main-d'œuvre, puisqu'il y a un site qui a été très bien fait, qui est Un jeune, une solution, il y a pas mal d'informations et la mise à jour de l'actualité en conséquence. On voulait faire le pendant parce qu'on parle de recrutement. Dominique, point de vigilance dans le cadre du recrutement. Alors, les emplois aidés, si on y ajoute même les emplois des alternants, apprentissage, contrat de pro, ça représente plus d'1 million d'emplois en France, donc, et près de 5% des actifs, en ordre de grandeur. Ce qui montre à quel point, ces emplois sont partie intégrante de l'entreprise et qui sont vraiment très très courants. Alors, néanmoins, quelques vigilances, c'est-à-dire que ça reste un recrutement. Donc, on peut vouloir recruter une personne en contrat aidé. Cela dit, il faut être vigilant. Il faut recruter faire une vraie embauche, une personne qui a les compétences requises, sachant qu'effectivement une mauvaise embauche va toujours être source de problèmes, de coûts que vous aurez. Donc, vigilance là-dessus. Néanmoins, alors. Le préalable à toute embauche, c'est quand même bien de penser le poste, dire quel est le métier, quelles sont les missions, les activités, les compétences requises. Tout ça se réfléchit et s'anticipe. Donc la fiche de poste aussi une garantie pour faire la meilleure embauche qui soit et ne pas être trop détourné, on va dire, du profil que vous aviez pu imaginer au départ. Il y a ce péril-là éventuellement sur l'emploi aidé. Voilà. Alors, ce recrutement de personnes en emploi aidé, il s'organise comme n'importe quel recrutement. De ce point de vue-là, c'est pas un recrutement différent. C'est-à-dire que vous allez organiser effectivement des entretiens, vous allez demander à recevoir un CV, peut-être une lettre de motivation, etc. Voilà, donc en tout cas, ça s'organise. Alors, l'embauche d'une personne en emploi aidé. Il faut bien se dire que si la personne se retrouve dans le dispositif d'emploi aidé, c'est qu'il y a des raisons à cela qui peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être la raison de l'âge, comme on l'évoquait sur l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Ça peut être des points liés au handicap, ça peut être des problématiques liées à la domiciliation, c'est voilà pour les quartiers francs, effectivement, en fonction du lieu d'habitation. Mais en tout cas, ou parce que les personnes sont assez jeunes, mais on va rencontrer des difficultés particulières pour l'accès à l'emploi. Ce qui veut dire, dans la mesure où vous recrutez une personne en dispositif d'emploi aidé, c'est que vous risquez effectivement d'avoir un travail d'accompagnement à réaliser. Un exploitant agricole me disait récemment qu'il avait embauché quelqu'un qui n'avait pas de qualification dans le métier et donc il devait passer beaucoup de temps effectivement à lui expliquer, à accompagner. Alors, ça se passait bien, mais il me disait voilà, l'aide qui a pu être accordée a été finalement consommée largement dans le temps qu'il a dû investir. Voilà. Après, c'est une perspective sur du long terme. Sur du long terme. On est d'accord, Dominique. Mais c'est vrai que je me permets juste de finir là-dessus, beaucoup de nos petites entreprises de moins de 10 salariés, notamment, ont leur personnel, pour un certain nombre qui est passé par ces emplois aidés ou les emplois en alternance. Donc c'est un beau tremplin aussi et voilà, c'est une très belle expérience. Très bien, merci Dominique. Alors, on voulait faire aussi un petit focus sur le télétravail rapide parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas mis en place le télétravail. C'est quelque chose dont on entend parler régulièrement dans les médias. Est-ce qu'on on peut aller sur, évidemment, il y a une tendance structurelle, ça répond à des attentes de salariés, il y a une demande, il y a une montée sur ce sujet-là. Il y a des bénéfices pour l'entreprise qui concernent le recrutement, la fidélisation des collaborateurs, et on sait que c'est important, quand on a un bon collaborateur, il vaut mieux quand même le garder. Ça permet de concilier la vie professionnelle, la vie personnelle. Il y a une souplesse dans les horaires, on obtient aussi des gens des fois beaucoup plus impliqués par ces dispositifs-là. Ça reste quelque chose quand même qui est à piloter. Est-ce que tu peux nous expliquer les points de vigilance auxquels tu as été confronté dans les échanges avec les dirigeants ?
Ouais. Alors tout d'abord, c'est d'être dans une relation de confiance sur le télétravail, parce qu'effectivement, on n'a pas la personne de visu. On passe d'une logique, comme je l'indiquais, de moyenne logique de résultat. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour vérifier que la personne arrive à l'heure ou repart à telle heure. Et donc cette logique de résultat, c'est plus sur les missions que l'on peut identifier. Qu'est-ce qu'on attend que la personne ait réalisé à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Le point de vigilance également, c'est d'adapter son management, effectivement, parce qu'on va pas se voir, on va pas se croiser dans la journée. Ouais. Donc, pour l'entrepreneur, ça va dire aussi, bien qu'il y ait de la distance qui soit mise, de penser à rencontrer, à prendre contact avec son salarié, si celui-ci ne le fait pas en tout cas. Par expérience, je peux évoquer que chez Serfrance, avec la mise en place du télétravail, pour les managers, c'est presque 2 fois plus de temps à passer pour contacter ses collègues, s'assurer d'eux. Donc, c'est un vrai travail, c'est un vrai changement. Et oui, on peut pas se voir en passant dans le couloir ou en se croisant sur l'exploitation ou dans l'entreprise, effectivement. Donc, ça suppose de programmer, de se donner quelques rappels aussi pour ne pas oublier tout ou partie de son équipe. Sur un plan technique, ça suppose aussi le télétravail, et ça a été une vraie difficulté, en tout cas dans la période initiale, d'avoir un équipement adapté. Certaines entreprises ont des difficultés, oui, on n'a pas d'ordinateur portable pour que notre salarié s'en aille, on n'est pas en réseau, ou alors des personnes ont des problèmes pour se connecter. Bon, tout ça, faut le prendre en compte, faut le vérifier. Donc, ça ne s'improvise pas le télétravail de ce point de vue-là. Le télétravail également, n'est pas une pratique. C'est quelques pourcents en France avant la crise sanitaire, quelques pourcents des salariés. Néanmoins, certaines entreprises ont pu y prendre goût, aussi bien les équipes que les employeurs. Toutefois, attention à pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait de vouloir imposer le télétravail à des personnes qui n'en veulent pas. Donc la dimension volontaire, elle est essentielle aussi bien au niveau des entrepreneurs qu'au niveau des salariés. Et puis donc, au final, c'est ce qui importe pour le télétravail, la souplesse que vous voudrez donner à votre organisation. Ça suppose une réflexion, et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur l'accord national interprofessionnel, donc on appelle de l'ANI, qui est du 26 novembre 2020, qui donne les bases justement d'une réflexion partagée, d'une concertation. C'est pas quelque chose de travail qui va s'imposer du jour au lendemain, en fonction des intérêts des uns ou des autres, mais c'est quelque chose de concerté. C'est un support qui vous permet de réfléchir à la question. Alors, j'ai quelques questions qui sont apparues. Je vais vous en faire part. Les aides à l'alternance peuvent-elles être, j'imagine, cumulées avec d'autres aides comme celle de la région? Et si oui, quelles limites? Corinne? Alors, les aides à l'alternance qui ont été ici présentées, ce sont donc les aides exceptionnelles là sur cette année. Et après, oui, après, il y a un enchaînement. Donc, il y a la première année. Et bon, ça ne concerne par contre les aides à la région, ça va ne concerner que les personnes qui ont moins de 18 ans. Parce que pour les personnes qui ont plus de 18 ans, BTS, etc., l'aide, ce qu'on appelle l'aide unique à l'apprentissage, par exemple, n'est pas possible. Donc, la première année, c'est le dispositif exceptionnel, et puis après, pour les moins de 18 ans, on enchaîne, oui, avec l'aide régionale, avec l'aide unique dégressive. Merci Corinne. J'ai une autre question. Y a-t-il des aides pour l'embauche d'une ou d'un adulte qui actuellement est saisonnière sur notre entreprise, sur notre exploitation, les périodes non travaillées, car elle est au chômage? Alors, je veux être le plus précis, y a-t-il des aides à l'embauche donc d'une adulte qui est actuellement en activité saisonnière sur notre exploitation? Je pense qu'on pourrait faire le rebond tout à l'heure avec notamment les aides TODE, mais est-ce qu'il y a des aides spécifiques dans ce cadre-là ou pas, Corinne? Alors là strictement, il faut se rapprocher. Alors, je vais dire tout simplement, peut-être si la personne fait partie d'un public, en fonction de sa situation, si elle fait partie d'un public prioritaire, peut-être qu'éventuellement, il peut y avoir un contrat initiative emploi. Ce sont des contrats
contrats aidés qui transitent par le pôle emploi et qui de toute façon en amont nécessitent la convention spécifique, la signature d'une convention avec le pôle emploi. Donc là, il n'y a pas d'aide entre guillemets toute faite. Il faut se rapprocher du pôle emploi et notamment pour nos employeurs, si vous le souhaitez, vous avez un numéro de téléphone qui est le 39 95. Hein, donc vous pouvez indiquer que vous envisagez d'embaucher telle personne inscrite au pôle emploi et en retour, ils pourront alors vous indiquer si éventuellement la personne est éligible ou pas à des aides. C'est le numéro 39 95. C'est noté, on se le garde. Une autre question qui est possibilité d'accompagner financièrement. Alors, je pense que c'est la possibilité d'accompagner financièrement ou des finances supplémentaires par certains OPCO pour les petites entreprises. Est-ce qu'il y a des dispositifs que tu as en tête, Corinne ? Alors, OPCO, donc là, on est toujours dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de façon plus générale? Je pense que c'est plus de façon générale, mais je n'ai pas de précision. Alors là, à ma connaissance, sur des aides spécifiques, enfin sur des aides, non, j'ai pas connaissance. Alors après, peut-être dans certaines aides qui éventuellement s'inscrivent dans un parcours plan de formation, peut-être. Là, j'avoue que toi, Dominique, de ton côté, est-ce que t'as été confronté peut-être à ça? Alors peut-être, j'ai une autre personne, je me demande si elle n'a pas répondu à la question, qui met l'accompagnement dans l'employeur pour le temps passé à former un emploi, peut se faire accompagner par, alors je ne connais pas cette structure-là, qui peut penser à un parcours de formation au sein de l'entreprise et aussi une rémunération du temps passé par l'employeur par le défi emploi. Donc c'est une expérience positive. Donc voilà, ce webinaire est l'occasion de pouvoir partager en tant qu'entrepreneur pour la personne qui a répondu. Voilà, comme quoi, on n'a évidemment pas toutes les informations et que c'est l'expérience qui nous permet ça. Je n'ai pas d'autres questions. Le temps file, évidemment. Comme on a pris un petit peu de retard avec mes soucis techniques, je vous propose d'enchaîner. Un petit focus sur les dispositifs pour les viticulteurs. Pourquoi? Parce que les viticulteurs ont été touchés directement par cette crise au niveau de la partie agricole. Et je te propose de faire un petit focus de ce qui se passe sur les charges des employeurs et quelles perspectives on a pour 2021. Alors voilà, pour effectivement pour nos viticulteurs, ils pourront bénéficier d'un abattement de cotisation qui va tout simplement varier en fonction de la baisse du chiffre d'affaires en 2020, qui est constatée. La baisse du chiffre d'affaires entre 2020 et puis l'année précédente. Donc ça peut aller concrètement de 25 à 100%. Et là, nous sommes aussi en attente d'un décret concernant l'organisation et les modalités. N'appelez pas votre gestionnaire de paye, il n'en sait pas plus que nous encore, mais dès qu'il a une information, évidemment, il vous la donnera. Et puis, tu peux nous dire, on a parlé du dispositif TODE qui est très important dans l'activité agricole avec les saisonniers. Qu'est-ce qui se passe? Il devait s'arrêter au 31 décembre. Voilà, il devait s'arrêter effectivement au 31 décembre. Et là, il y a à nouveau une nouvelle période transitoire de 2 ans qui est mise en œuvre, puisque par rapport au contexte sanitaire, ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait que, évidemment, le coût des salariés en tant que saisonniers est fortement atténué par ce dispositif-là. Un petit point, Corinne, tu vas pouvoir enchaîner sur l'évolution des aides au paiement des cotisations. Alors il y a des aides au paiement des cotisations qui ont été proposées dans le cadre des confinements. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, les aides au paiement qui étaient prévues sur 2020, elles sont reconduites, si je peux dire, sur l'année 2021. Et donc la caisse ou l'entreprise a la possibilité également de demander un plan d'appurement. Et ce, pour l'instant, au niveau du décret, c'est jusqu'au 31 mars. Après, ça peut-être se prolonger, mais comme tout, dans l'immédiat, c'est ça. Voilà, donc ce genre de choses, il est important de le prévoir et vous avez une date 31 mars, n'attendez pas selon moi qu'on puisse le prolonger, ça sera toujours fait et ça sera toujours utile de pouvoir savoir ce qui se passe de vos exonérations et de vos aides qui ont été mises en place du fait de la situation. Allez, on parle de chèque cadeau. Parce que l'État a ouvert un dispositif qui existait déjà et qu'il a élargi.
Voilà, qui a prévu effectivement un doublement. Donc, vous savez peut-être que au niveau de vos entreprises, vous avez la possibilité donc de remettre des chèques cadeaux ou des bons d'achat. Donc, dans le principe, la limite sur une année sans événement particulier, c'est donc de 156 € de mémoire. Là, l'idée, c'est donc de le doubler exceptionnellement sur cette année. Ça devait prendre fin au 31 décembre 2020, mais compte tenu de l'annonce tardive de la mesure, c'est prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Au travers simplement d'une tolérance. Ne cherchez pas de texte sur ce point, il n'y en a pas. C'est une tolérance. L'URSSAF et la MSA en cas de contrôle ne devront pas reprendre ces aspects-là. Donc, voilà, exactement. Il y a une bienveillance souhaitée de la part des administrations. Voilà. Et puis ensuite, donc dans des mesures un peu similaires concernant les titres restaurants. Donc les titres restaurants ont dans le principe une durée de validité jusqu'au 31 janvier. Là, exceptionnellement, ils pourront être utilisés jusqu'au 1er septembre 2021. Et le plafond est également augmenté, plafond de 38 €, mais il n'est applicable que pour les restaurateurs, ce qui là aujourd'hui pour l'instant est un peu compliqué. Donc ça reste les 19 € si vous allez vous utilisez les tickets pour aller dans les magasins concrètement acheter des fruits, des légumes, des choses comme ça. Alors il nous paraissait intéressant avec Dominique de dire les tickets restaurants, les chèques cadeaux, ce sont des compléments de rémunération. À quoi ça sert en termes de management ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça participe, ça fait partie des outils qui aident à la fidélisation du personnel. Alors pourquoi ça aide à cette fidélisation ? Tout d'abord parce que justement l'employeur n'est pas obligé de le faire. Donc voilà, c'est une politique volontariste, c'est un choix de l'employeur. C'est un cadeau, et ne pas l'oublier, je crois que c'est essentiel aussi. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'ainsi vous participez à la reconnaissance de la place de vos salariés dans l'entreprise, la préoccupation que vous pouvez avoir aussi de vos équipes. Voilà, donc à utiliser dans cette perspective-là, c'est toujours intéressant, ce côté du cadeau, comme on se fait des cadeaux parfois en famille à d'autres moments de l'année. Voilà. Et puis évidemment, ça amène quelques avantages également fiscaux ou sociaux au sein de l'entreprise, qui ont déjà pu être évoqués. Alors, on voulait faire un petit focus, même si ça ne concerne pas tout le monde, sur la Convention collective nationale agricole. Pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée un petit peu... on savait que ça allait arriver, et puis il y a eu un texte qui est sorti de mémoire en décembre en disant que ça allait se mettre en place. On ne savait pas si elle allait être étendue, ce qu'on appelle étendue, au 1er janvier. Il se trouve qu'il fallait qu'elle soit formulée dans le journal officiel avant au 31 décembre, ce qui n'était pas le cas. Elle a été formulée, tu me dis Corinne si je me trompe, au 10 janvier, ce qui veut dire que l'application va se mettre en œuvre à compter du 1er avril. Voilà, c'est ça. Alors donc, je pense... Oui, parce que là, il y a sans doute une démarche, je pense, parce que l'arrêté d'extension en soi, il est intervenu effectivement début décembre. Il n'est paru au journal officiel le 10 janvier, comme le disait Michel, alors qu'on s'attendait plutôt, dans l'idée, c'était plutôt la date du 1er janvier, sans doute pour vous permettre, en tant qu'employeur, et aussi peut-être en parallèle les différentes caisses, de vous donner plus de temps dans la mise en œuvre du dispositif. Et on peut espérer peut-être aussi pour tous les services employeurs de France et de Navarre, parce que 10 jours pour s'organiser, il y a un peu mieux quand même en termes de timing, mais on est heureux que ce soit le 1er avril. Alors, il s'agit donc d'une convention collective nationale avec donc plusieurs thèmes, plusieurs thèmes qui sont abordés, des dispositions en matière de préavis, en matière de période d'essai, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Là, surtout ce qui en résulte là présentement, c'est la mise en place d'une nouvelle classification et d'une nouvelle grille de salaire. Concrètement, l'objectif ici, c'est de déterminer pour nos employeurs un nouveau coefficient d'emploi à partir d'éléments. Ils vont être amenés à déterminer pour chaque critère, donc en tout il y en a 5, pour chaque critère un degré. Pour chaque degré correspond à un nombre de points, et donc l'addition des points pour les 5
critères permettra d'aboutir en fait à un nouveau coefficient d'emploi avec un palier et un taux horaire. Voilà, donc chaque entreprise va être amenée donc à faire ce travail là du coup au plus tard pour le 1er avril, puisqu'à compter de cette date, il faudra que ce nouveau coefficient et le nom du métier apparaissent clairement sur les bulletins de paie des salariés. Très bien, Corinne. Alors, il y a effectivement des précisions sur l'application des dispositifs le plus favorable, le maintien des primes, là on rentre dans la technique. Ce qu'on veut aussi vous envoyer comme message, c'est que de cette contrainte technique, d'en faire une opportunité de management. Dominique? Mais oui, ça oblige effectivement à revoir les postes, hein, le calibrage finalement de chacun des postes sur l'exploitation. C'est pas toujours évident parce que vous n'avez pas toujours des fiches de poste, d'où l'intérêt justement d'en avoir pour aussi adapter et ajuster. Hein. Dans ces cas-là, on se rend compte de l'utilité. Vous allez mettre en œuvre des nouvelles modalités de rémunération. Alors, au-delà de la mécanique du court terme, hein, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps déjà ensemble là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de le regarder en termes de perspective. Que vous vous rendiez compte que votre salarié fait bien plus que finalement ce qui est prévu ou que ce pourquoi vous le rémunérez, vous n'avez pas forcément tout changé dans l'immédiat malgré tout, parce qu'il y a une réalité économique aussi, mais ça vous donne la perspective, ça vous donne le cap vers lequel aller, vers les évolutions possibles. En tout cas, voilà, ça permet de bien redéfinir le poste et ce que vous en attendez. Et puis aussi, un impact qu'il va y avoir, c'est sur la mobilité professionnelle, puisqu'avec une convention collective nationale qui rémunère de manière cohérente sur l'ensemble du secteur agricole, c'est-à-dire qu'on pourra passer plus facilement de polyculture-élevage vers l'horticulture ou l'arboriculture, ou le contraire. Et ça, c'est finalement assez nouveau. Ça facilitera en tout cas les changements de métier ou d'employeur aussi de ce point de vue-là. Alors à votre avantage aussi, hein, dans certaines situations, avec une même lecture sur le plan de la rémunération. Alors les points de vigilance, c'est l'équité entre les salariés, hein, bien sûr. Attention à ce que le jeune qui arrive soit pas payé 2 fois plus cher que l'ancien qui est là depuis longtemps, ou que les salariés EES soient payés éventuellement moins cher que les salariés hommes, etc. Donc ça, attention, à cette cohérence. Et puis il y a la cohérence du jour et après pour les recrutements de demain aussi. À l'inverse, attention à ce que des plus jeunes qui seraient recrutés soient pas sur des rémunérations inférieures anormalement, je dirais, qui pourraient jamais rattraper leurs prédécesseurs. Et puis sur l'impact économique, il a mesuré, je vais juste finir là-dessus parce que j'avais eu un exploitant plein de bonnes intentions la semaine dernière, il disait j'augmenterais bien d'1 ou 2 euros de l'heure, alors c'est très généreux et après c'est très bien de le faire, mais attention, 1 euro de l'heure, ça va se traduire par 2-3 000 euros derrière de coûts employeurs donc à l'année. Donc si vous avez plusieurs salariés, effectivement, attention quand même à bien mesurer, mais vous le faites certainement, l'impact économique des changements que vous allez effectuer. Sachant qu'avec le changement de convention, on ne peut que augmenter, enfin maintenir ou augmenter. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, il y a le coût brut, il y a le coût des charges sociales, et puis il y a éventuellement l'arrêt de dispositif, sauf erreur de ma part, vous me dites si je me trompe, je ne suis pas spécialiste, mais des allègements Fillon, ce genre de choses. Donc ça peut avoir un effet boule de neige. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il faut en mesurer toutes les conséquences. Voilà. J'avais une remarque d'une personne qui nous disait merci de nous donner les exemples de formulation post-métier en viticulture, mais ça doit pas, pour bon nombre d'activités. Il serait en effet judicieux d'utiliser tous les mêmes termes. Alors, j'ai envie de vous dire oui, mais pour ça, il faut aussi qu'on puisse personnaliser. On vous encourage, en ce qui concerne évidemment tous nos clients qui sont employeurs de main-d'œuvre et clients chez nous, de nous consulter directement parce que nous, effectivement, on peut avoir une liste assez nombreuse. Hein, Corinne, tu dis si je me trompe, de tous les métiers. Donc le plus simple, vous nous contactez, vous serez informés, on va dire, au plus près de la réalité. On enchaîne sur l'entretien professionnel qui est une obligation légale. On voulait vous faire un petit focus sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et Dominique, je te redonne la parole.
Oui, merci. Donc l'entretien professionnel, hein, c'est une obligation prévue par le Code du travail. Hein, c'est pour tous les salariés et pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc pour rappel, hein, c'est un bilan qui est individuel, qui est fait avec chaque salarié au moins une fois tous les 2 ans. Un peu plus dans des situations particulières, des retours de congé parental, de congé maternité, par exemple. Cet entretien professionnel, c'est un temps d'échange, et ça c'est important, hein, d'échange sur les perspectives d'évolution du salarié, mais aussi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va essayer de croiser finalement et de faire en sorte que l'évolution du personnel, aille aussi dans le sens de l'évolution de l'entreprise en fonction des besoins de compétences. Je crois que vous voulez développer la pratique numérique, par exemple, eh bien, vous avez besoin aussi de personnel qui se formera dans cette perspective-là, voilà, dans cette compétence-là. Donc l'entretien professionnel, il permet donc ce temps d'échange sur le projet professionnel et puis aussi d'inventorier les formations réalisées par le salarié et de voir de quelle formation il aura besoin pour l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est convenu entre vous et votre salarié. Voilà ce que je peux dire. Alors l'entretien professionnel, souvent on me dit ah oui, nous on le fait, et puis si je dis souvent pensez à bien le faire signer, on me dit ah oui, il n'y a rien d'écrit. Donc attention, à l'entretien professionnel, vous ne pouvez pas le justifier, il faut quand même avoir, on est en France, hein, il faut bien avoir des écrits. Alors ça ne demande pas une grande prose, mais il faut bien avoir un document de base et qui est un minimum formalisé. Alors cet entretien n'est pas un entretien d'évaluation par rapport à ce que je disais précédemment. Ce n'est pas non plus un monologue de l'employeur. Hein, voilà, donc ça, des fois, ça effraie un petit peu en disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter. Voilà, j'ai envie de dire l'entretien professionnel, c'est même de faire parler son salarié, de comprendre finalement comment il se retrouve dans son emploi, dans son travail à vos côtés aujourd'hui. On parle de construction, et si je donne une règle, on parle souvent de la règle des 20-80, c'est une règle qui s'applique à beaucoup de choses. Un entretien professionnel, un entretien d'évaluation, c'est 20% l'employeur qui parle et 80% le salarié qui expose un petit peu la situation. Et j'ai envie de dire, ça se construit et l'employeur est amené plutôt à poser des questions et les réponses sont fournies au fur et à mesure du temps. Et souvent, c'est une forme de logique participative pour pouvoir amener à des évolutions. Voilà, la grande pratique de Michel. Donc, alors, l'entretien professionnel n'est pas non plus un temps, une contrainte administrative qui serait sans lendemain. Un intérêt aussi, c'est d'avoir derrière un petit plan d'action. Voilà, on a prévu une formation dans les 2 ans. Alors, c'est pas forcément l'employeur qui va aller se renseigner, c'est aussi au salarié de se prendre en charge, et puis il va aller se renseigner, puis vous referez le point plus tard. Alors l'entretien professionnel, ça permet de connaître les motivations de ces salariés, ce qui est quand même intéressant. Alors vous me direz, on les connaît bien, on travaille ensemble, on se croise tous les jours, ouais, mais c'est pas la même chose quand on prend le temps, vraiment un temps privilégié, comme je le dis souvent, ensemble pour échanger. Donc ça permet de réfléchir aux besoins et compétences de l'entreprise et du salarié, envisager les formations, ce que je disais. Pour rappel, il y a une formation obligatoire au moins tous les 6 ans. Et puis enfin, ça dresse des perspectives, ça permet de mieux se comprendre finalement. C'est aussi ça l'entretien professionnel, un temps privilégié entre vous et votre salarié. C'est pour ça que vous pouvez pas le déléguer. Par contre, on peut vous accompagner pour vous aider à le faire. Voilà. Justement, j'ai une question qui vient dans la foulée, c'est bien gentil tout ce que tu nous racontes, Dominique, mais concrètement, si en tant qu'employeur, je n'ai pas envie de le faire, à quoi je m'expose ? C'est une des questions qui nous est posée. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Pour une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y a pas vraiment d'amende qui est prévue. Après, l'enjeu, il n'est pas uniquement là-dessus, il est bien sur le management. C'est un levier du management, l'entretien professionnel, par ce temps privilégié que l'on s'accorde. Voilà. Après, si vous savez que vous avez l'entretien qui arrive tous les ans, tous les 2 ans, vous allez vous-même y mettre du contenu. Donc, ce qui peut paraître comme une contrainte au départ, l'enjeu, c'est justement que ça ne devienne plus cette contrainte et que ça puisse être utile. Je repense là à un arboriculteur qui les mettait pas en place, qui les a mis en place. Ça permet effectivement d'ajuster aussi le travail par rapport à son salarié. Le salarié n'aimait pas faire les produits phyto finalement. Essayer de trouver une autre solution, parce que le but c'était d'éviter que la personne s'en aille. Donc, mais ça, la personne n'avait pas osé le dire autrement. C'est finalement en ayant un moment plus privilégié que ça permet de se dire vraiment les choses.
Merci Dominique. J'ai envie de te dire, la question qui peut être sous-jacente à celle-ci, c'est est-ce que c'est pas mieux de ne pas en parler parce que ça évitera aussi qu'on me dise qu'on veut être augmenté. Est-ce qu'un entretien professionnel, c'est un lieu où on évoque le salaire? Pas forcément, on peut le faire. Hein. Souvent, parfois, la question va arriver d'elle-même, mais ça peut être aussi un entretien tout à fait distinct hein, sur la rémunération. Après, si l'employeur considère que, si vous considérez que l'entretien déborde de l'objet que vous aviez donné, vous pouvez recaler un autre temps, dans ce cas-là, avec votre salarié, de façon à pas déborder non plus du temps. Hein, c'est 3/4 d'heure environ, en général. Voilà, il faut quand même rester le pilote. Vous êtes le pilote de l'entretien. Voilà, donc soit vous acceptez d'aborder la question si elle est soulevée, soit vous souhaitez la traiter à un autre moment. Merci Dominique. J'ai une dernière question sauf erreur qui est l'entretien professionnel est-il aussi à faire avec un apprenti? Alors, en principe, il y a 2 années d'ancienneté, donc on ne l'a pas forcément, enfin en principe, on ne l'a pas avec l'apprenti du coup. Voilà. Bon. Merci de la réponse. Nous arrivons sur la fin de cette présentation qui a duré à peu près 45-50 minutes et puis avec un décalage dans le temps compte tenu de ce que je vous évoquais au tout début. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est ce fut tout à fait intéressant de pouvoir répondre à vos questions. Sachez qu'on va continuer des webinaires de ce type-là, alors avec des thèmes différents. Il y a le 25 janvier à 19h pour le plan de relance des entrepreneurs, le 26 janvier toujours à 19h pour la loi de finances. Donc la première sera présentée avec Philippe Torrent, expert comptable, directeur d'agence d'Angers. Le 26 janvier avec Jacques Desplanes, le directeur du service juridique. Le 15 février, le financement des entreprises, toujours avec Philippe et moi-même. Le 16 février à 14h30 sur un focus agri, sur le plan de relance en agriculture et le bilan carbone. Probablement d'autres dates encore arriveront. Nous espérons évidemment que ce webinaire corresponde à vos attentes. Si vous voulez vous inscrire à ces webinaires, vous avez les lettres Serre France qui vous permettent de disposer de ça. Sur les réseaux sociaux, on est aussi présent, ça vous permet de vous inscrire en direct. Et puis, d'une manière générale, évidemment, vous avez tout un tas d'informations qui sont à disposition, soit sur notre webzine Serre France 49, qui est la mise à disposition de l'information auprès de tous, mais évidemment tous les supports que sont le site de Bercy, du ministère de l'économie, le site de la région, le site de l'URSSAF ou de la MSA selon votre caisse sociale. Bref, alors on essaye d'en faire la synthèse. Et puis j'ai envie de vous dire, vous avez un interlocuteur privilégié chez Serre France, votre comptable, votre gestionnaire de paye, votre conseiller, votre juriste, bref, un certain nombre de personnes qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact parce que là on est sur des informations d'ordre général et puis évidemment vous le savez, la vie n'est pas faite de généralité, elle est faite de spécificité et donc le meilleur moyen de vous répondre c'est de vous répondre de manière personnelle avec des conseils individualisés. N'hésitez pas à les solliciter, j'ai envie de dire ils sont là pour ça, certains d'entre eux étaient connectés aujourd'hui, donc moi je vous propose évidemment de vous retrouver lors d'un autre webinaire, ce fut un plaisir. Je vous renouvelle évidemment tous mes vœux pour l'année 2021, à titre personnel et évidemment à titre professionnel. Et on se retrouve très prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.